Oui, alors, bon, ce sujet, je ne l'ai pas abordé bille en tête en me disant je veux travailler sur les communautés familiales, je veux me spécialiser. Non, en fait, je l'ai découvert au cours de mes recherches, hein, en inventoriant les documents, en dépouillant les documents, comme on dit dans les archives départementales de Blois. Donc, je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'a tellement intéressé le fonctionnement de ces communautés rurales familiales en Sologne que j'en ai fait quand même un article et je pense que ça peut aussi vous intéresser parce que j'ai trouvé ça un fonctionnement assez original quand même. Mais avant d'aborder bille en tête ce sujet-là sur la Sologne, je vous précise que je ne suis pas sologno en plus, hein, au cas où vous auriez des doutes, je voudrais qu'on clarifie les choses quand on parle communauté familiale, hein, parce que il y a beaucoup de choses extrêmement différentes. Alors, pour clarifier les choses, je me suis appuyé. Jessie Maldi me signalait tout à l'heure que ce problème de la famille, qui était un problème d'actualité il y a 30 ans à peu près, dans les années 70 et 80, a complètement disparu des recherches des historiens actuels. Hein. C'est en vain que l'on peut trouver des articles ou des livres sur ces sujets-là. Donc moi je m'appuie sur le livre de Jean-Louis Flandrin, qui a, en 83, je crois, un livre qui s'appelle Famille, tout simplement, hein, qui a véritablement fait le point. Et il a fait le point à partir, alors c'est un peu paradoxal, des recherches des Anglais. Il se trouve que les premiers qui ont essayé de décrypter le fonctionnement de la famille, c'est les Anglais. Tout simplement parce qu'en Angleterre, c'est Peter Laslett, hein, l'historien, mais il y avait toute son école autour de lui à Cambridge, ils ont depuis très longtemps pratiqué le recensement nominatif. Or, nous, vous le savez sans doute, en France, ce recensement nominatif n'est pratiqué systématiquement que depuis, disons, le premier tiers du XIXe siècle. Sous l'Ancien Régime, on n'avait pas de recensement. Et c'est le recensement qui permet véritablement de voir comment fonctionnent les familles, si vous voulez. Hein. Quels sont les liens de parenté entre des gens qui, précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, vivent sous le même toit, au même pot et au même feu. Donc, à partir de là, je distinguerai deux réalités complètement différentes et vous verrez qu'on va les retrouver tout au long de cette petite conférence. La réalité que j'appelle sociale et démographique, la démographie pure, hein, telle que l'on peut la retrouver à travers un recensement, et la réalité juridique. Et il y a une nuance entre les deux qui me semble quand même assez importante. Alors, de toutes les catégories que les Anglais avaient, je crois qu'ils en avaient trouvé 22, si vous voulez, hein, ils vont loin, hein. Moi j'en retiens 3, pour clarifier les choses. Premièrement, la famille nucléaire, dite nucléaire. Donc, la famille nucléaire, c'est le père, la mère, les enfants. S'il y a un des deux parents qui est mort, bon, la veuve, en général, l'homme meurt souvent avant, mais c'est pas toujours le cas. Une veuve vivant seule, c'est aussi une famille nucléaire. Donc vous voyez déjà que les réalités démographiques sont très différentes entre la veuve qui vit seule dans son foyer et puis une famille nombreuse, par exemple. Deuxièmement, la famille qu'on appelle élargie. Un premier niveau, si vous voulez, alors, une troisième génération, apparition d'une troisième génération qui vit sous le même toit. Par exemple, c'est le cas fréquent, un parent qu'on garde à la maison, pour des raisons X. Dans la France d'Ancien Régime, il faut savoir que cette situation, enfin, en particulier dans la moitié nord du royaume, n'était pas une situation habituelle. En général, les familles se séparaient, si vous voulez. Hein, les enfants allaient vivre de leur côté et former un nouveau couple, hein, si vous voulez, il allait vivre à un autre endroit que ses parents. Et la meilleure preuve que cette situation n'est pas universelle dans l'ancienne société, c'est qu'en Sologne, dans certains contrats, je trouve explicitement, quand un parent est accueilli au foyer de ses enfants, eh bien, il passe contrat précisément. Hein. Et bon, je vous lis par exemple,
Jean Frouin, là, c'est un exemple que j'ai trouvé, il est accueilli moyennant finance chez son gendre, à cause, je cite, de son vieil âge et caducité. Caducité, j'aime bien le terme. Donc c'est un contrat de nourrissage et de blanchissage qui passe avec son gendre. Et à la fin du contrat, ils ne seront pas communs. Ils ne seront pas communs. Ça veut dire qu'ils ne formeront pas une communauté. Et à l'inverse, ça peut être aussi le cas d'un fils marié qu'on va continuer à accueillir dans le foyer des parents, mais comme domestique. Et là encore, voilà alors, au cas que les futurs aillent demeurer en l'hôtel du dit Barbereau, tout ça c'est dans le contrat de mariage, ils y seront par service sans être communs. Donc, ça veut dire que dès là, on voit une nuance entre la famille démographique, ils y vivent, donc démographiquement ils en font partie, mais sans être communs. Et là, vous voyez qu'il y a un côté juridique. Qu'est-ce que c'est que être commun? On va y revenir, évidemment. C'est l'objet de la conférence. Alors, remarque importante, et en particulier en zone rurale, évidemment, et même plus particulièrement en Sologne, toutes ces familles élargies ont aussi sous leur toit des domestiques. Dans les métairies solognotes, qui sont des très grosses exploitations d'une centaine d'hectares parfois, qui ne sont évidemment pas cultivées tous les ans en permanence, on ne cultive pas 100 hectares, mais on peut en cultiver jusqu'à 30, ce qui est énorme, vu les conditions technologiques de l'époque. Eh bien, il peut y avoir entre 6 et 10 domestiques, en plus de la famille. Ça fait partie de la famille. Eux aussi sont à peau et à feu. Alors, troisième cas, donc famille nucléaire, famille élargie, la famille à ménage multiple, qu'on appelle parfois la famille polynucléaire. Donc là, sous le même toit, on va trouver plusieurs couples, 1, 2, 3, voire peut-être 4, encore que, bon, le cas est très rare en Sologne, ça peut arriver, mais c'est très rare. Ou alors, ils appartiennent cette fois-ci à 3 générations, ou alors, ça peut être qu'on appelle des frérèches, c'est-à-dire, vous le savez, des frères ou des beaux-frères qui s'associent pour vivre sur la même exploitation. Donc là, on a des familles polynucléaires. Ce type de famille-là, ces 3 types de familles, il n'y a pas besoin d'un recensement pour essayer de les retrouver. Alors ça, c'est un petit peu la particularité de mon travail, c'est que je me suis aussi beaucoup appuyé sur les rôles de taille. Vous savez ce que c'est qu'un rôle de taille? L'inventaire de tous les foyers d'une paroisse pour déterminer l'impôt. Un nom, le métier, tant d'impôt. La taille. L'impôt de fond, du vieil impôt après la gabelle de l'Ancien Régime. Alors, figurez-vous que à Blois, aux archives départementales, nous avons près de 8000 rôles de taille. Je le disais tout à l'heure, M. Sidibaldi, c'est peut-être un département des plus riches, tout simplement. Toute l'élection de Romorantin, donc la Sologne, conservée depuis 1639 jusqu'à la Révolution. Donc c'est considérable. 75 paroisses dans l'élection. Et il manque très peu de rôles. Et si on regarde par exemple sur un rôle de taille, on peut trouver, alors, des cas différents que je vais vous citer. François Chéreau, charpentier, 12 livres. Lui, c'est la famille nucléaire. François Chéreau, charpentier, 12 livres. Mais, je peux trouver un peu plus loin, la veuve Simon et son fils. On peut être marié. Donc là, on a déjà 2 niveaux, 2 générations. Il y en a 10 cas dans je prends un rôle, par exemple, à la paroisse de Celles-Saint-Denis en 1671, il y a 10 cas. La veuve mitaine et son gendre. Voilà encore une famille élargie. Il y en a 4 cas. Jean Chassignol et son frère. C'est la frérèche auquel je faisais allusion tout à l'heure. Encore famille élargie. Il y en a 5 cas. Frérèche comme ça. Sylvain Bourdaloue et son beau-père. Donc tantôt c'est
les parents qui accueillent, tantôt c'est au contraire la descendance, là c'est le gendre, hein, qui accueille. Bon. Donc on comprend très bien qu'on est en présence de familles élargies. Au total, des cas comme ça, il y en a une vingtaine, hein, de familles élargies. Et dans le même rôle, je lis François Baron et consorts. Il y a 30 cas de familles vivant en consortie, hein, qui sont dans cette paroisse. Donc, au total, bon, c'est une très grosse paroisse de 300 et quelques feux, hein, mais j'ai quand même 45, pas loin de 50 familles, hein, qui sont des familles déjà soit élargies, soit polynucléaires, hein, enfin, beaucoup plus étendues. Hein. C'est pas la majorité, hein, mais ça représente quand même quelque chose de relativement important. Alors, maintenant, j'en viens au mot consorti. Pourquoi est-ce que j'ai employé ce barbarisme? Je ne l'ai pas inventé, hein, je vous dis tout de suite. Moi, j'ai des références et je m'abrite peut-être un peu lâchement derrière. C'est Pierre Goubert, hein, qui a, bon, le premier, j'en sais rien, mais en tout cas, qui a utilisé ce terme dans sa vie quotidienne sous Louis XIV, les paysans français, hein, sous Louis XIV, tout simplement parce que ces gens-là s'appellent des consorts. Donc, il était tout à fait logique d'appeler ça, la famille élargie, une consortie. Et d'ailleurs, Marcel Lachivert, dans son dictionnaire de la France rurale, a trouvé en Nivernais le mot consortage. Consortage, consortie, c'est la même chose, c'est le même mot. Donc, c'est pas du tout arbitrairement que j'emploie le terme de consortie, hein, mais véritablement, on peut l'utiliser. Donc on aurait dans cette paroisse-là, dont je viens de vous parler, 15% de familles qui ne sont pas nucléaires. Hein. Et alors, évidemment, on se pose la question, est-ce qu'on peut se fier au rôle de taille? Est-ce que le rôle de taille est un document auquel on doit croire en toutes circonstances? Alors c'est là que je m'appuie sur des recherches extrêmement approfondies sur la levée de la taille. J'en ai étudié énormément, le rôle de taille. Et j'ai étudié aussi les assemblées paroissiales, au cours desquels les collecteurs venaient présenter à la communauté paroissiale le rôle tel qu'ils l'avaient rédigé, ou tel qu'on les avait aidés à rédiger. Et ils notent les changements. Et dans l'assemblée paroissiale, dans le procès-verbal, c'est très simple, hein, sera ôté le mot de consort. Devant tel nom sera ôté le mot de consort. Donc c'est pas au hasard qu'on les qualifie comme ça. Ou alors, à la veuve Duffier sera ajouté consort. Donc tous les ans, on épluchait les consortis qui avaient disparu, et vous allez voir tout à l'heure que c'était fréquent, et les nouvelles qui apparaissaient, soit parce qu'elles venaient de se constituer, soit parce qu'il en arrivait une d'une paroisse étrangère, hein, limitrophe en général. Donc on peut parfaitement se fier au rôle de taille pour ce qui concerne ce type de famille, hein, que l'on peut appeler soit polynucléaire, soit élargie. Je vous avais dit qu'on allait explorer deux pistes. Alors ça, c'est la piste démographique. La deuxième piste, c'est la piste juridique. Une communauté familiale, c'est aussi une réalité juridique. Et quand je dis juridique, c'est donc une réalité qui se constitue devant notaire. Donc, hein. Le plus souvent, dans la France ancienne, quand il y avait des communautés plus ou moins importantes, alors je parle de la France d'Ancien Régime, c'était parce qu'il y avait une propriété que l'on ne voulait pas partager, qui restait indivise. Et on parlait à ce moment-là de communauté taisible. Hein, taisible voulant dire tacite, hein, tacitement. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de contrat devant notaire. Hein, elle se prolonge tacitement. Il y a certaines provinces, notamment les provinces pyrénéennes, c'est bien connu, où la coutume imposait un droit d'aînesse. En général, c'était l'aîné. Bon, il y a des exceptions. Et donc, ce qui fait qu'il y avait bien communauté familiale pour conserver la maison et éventuellement l'exploitation.
Et parfois même, les enfants cuinés étaient balancés, si j'ose dire, hein. Et quand ils restaient, on leur interdisait de fonder un foyer. Donc ils restaient célibataires toute leur vie. Quand le Code civil a été imposé par Napoléon en 1802, en prônant l'égalité des partages, hein, avec des nuances régionales, mais très faibles, hein, des avantages qu'on pouvait décerner à un enfant, mais très faibles, des avantages très faibles. Ces communautés qui avaient l'habitude de garder leur propriété ont continué à vouloir la garder. Donc, ils se sont mariés quand même, les enfants, hein, mais ils se sont agglomérés sur la maison familiale, sur l'exploitation familiale. C'est ainsi que, vers le milieu du XIXe siècle, un sociologue, on va l'appeler sociologue, hein, le mot n'existait pas à l'époque, Frédéric Leplay, a analysé ces communautés qui pouvaient dépasser 30 personnes. Alors lui, c'était tout à fait ses idées, il était très conservateur, il s'en réjouissait, et il pensait que c'était à l'origine des situations sociales, hein, ces communautés. En réalité, il se trompait complètement. Elles venaient de se constituer parce que le Code civil, finalement, avait imposé ce type de communauté. Mais on pouvait... Alors, évidemment, elles se sont dissoutes parce que quand on arrive à 30 ou 40 personnes, ça devient très difficile à gérer, hein. Surtout qu'on n'en voit pas le bout, si on veut vraiment conserver la maison, hein. Donc, dans la seconde moitié du XIXe siècle, elles se sont plus ou moins délitées, si on peut dire. Voilà. Mais, alors, c'est là que la Sologne est très particulière, parce qu'en Sologne, il n'y a pas de propriété paysanne. Au XVIIe, la propriété paysanne a déjà disparu. Complètement, ou presque complètement disparu. Au bénéfice soit des féodaux locaux, hein, des détenteurs de fiefs, des seigneurs, des paroisses, soit au bénéfice des marchands ou des officiers d'Orléans, de Blois ou de Romorantin. S'il y a une propriété paysanne qui subsiste, c'est un petit bout de vigne par-ci par-là, éventuellement une maison, hein, alors qui souvent était d'ailleurs indivise entre plusieurs héritiers, mais il n'y a plus de propriété paysanne. Donc, si on parle de consortie en Sologne au XVIIe, elle va être uniquement mobilière et non pas immobilière. C'est ça la grande différence avec tout ce qui se passait dans le sud de la France, toutes ces communautés taisives ou qu'on appelle parfois des parsonneries, hein, qui conservaient une propriété indivise parce qu'ils ne voulaient pas faire éclater, si vous voulez, le bien familial. Là, eh bien, il n'y en a pas de bien familial. Il est mobilier, hein. Donc, on essaie de le conserver, mais sous une forme très particulière. Alors donc, comme la coutume de la Sologne, qui était la coutume de Blois, mais c'est le cas de la coutume parisienne ou la coutume orléanaise, ce sont des coutumes qui se ressemblent énormément, c'était des coutumes extrêmement égalitaires. Tous les enfants filles et garçons, devaient avoir un héritage égal. Donc, c'est ce que Jean-Louis Flandrin appelle des communautés égalitaires. Alors, c'est un peu paradoxal parce que vous voyez que sous ce terme de communauté familiale, on a à la fois la communauté très inégalitaire des Pyrénées et puis la communauté très égalitaire que je vais vous décrire maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à de quoi on parle. De quoi on parle. Alors, cette consortie, je vous dis tout de suite, je n'en ai pas mesuré l'extension, je l'ai analysée à partir des paroisses du centre de la Sologne. À mon sens, elle ne couvrait pas toute la Sologne. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le Berry voisin, si on est au contact du Berry, là, du Haut-Berry et du Bas-Berry, dans le Berry voisin, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Et d'ailleurs, récemment, je le disais tout à l'heure à M. Sinibaldi, pardon,
dans le Berry voisin, il y a une étude qui vient d'être faite sur, alors à partir d'une généalogie sur la région de Levroux, dans l'Indre, sur 3 siècles, on arrive à suivre comme ça une communauté familiale. Donc c'est un peu le même modèle que celle qu'on trouve en Sologne. Alors, comment elle fonctionne? On va rentrer plus précisément dans le vif du sujet. Elle se constitue toujours à l'occasion d'un contrat de mariage, donc à l'occasion d'un mariage. Et en fait, ce mariage, bon alors, petite parenthèse, nous, on ne pratique pas le contrat de mariage à haute dose, dans la France contemporaine, mais à l'époque, il y a très peu de couples qui se mariaient sans contrat. C'est presque tous les paysans. J'ai fait des recherches, des statistiques, et finalement, on arrive à presque tout le monde. Dans le contrat de mariage, donc passé devant le notaire, avant le mariage, en fait, il y a 2 contrats. C'est pour ça que quand on balaye les minutes de notaire assez rapidement, on a les contrats rapides, 3-4 pages, puis les contrats un peu plus étoffés. Donc on les repère assez vite. Là, ils ont facilement 5 pages, 6 pages. Et on voit que, à la suite du premier contrat qui concerne la constitution d'une communauté particulière, on a un deuxième contrat qui concerne la constitution d'une communauté générale. Et c'est ça, moi j'emploie le terme de consortie, le vrai terme qui est employé par les notaires, c'est le terme de communauté générale, par opposition à la communauté particulière, qui est la communauté des époux, ou alors le terme de société. Très souvent, peut-être même encore plus fréquemment que le terme de communauté générale. Alors le plus simple, c'est de vous prendre un exemple rapide, voilà. Et puis vous comprendrez un petit peu ce qu'on trouve dans un contrat comme ça, et puis comment ça peut fonctionner. On est en 1680, je prends un tisserand. Voilà, c'est pas un hasard, si vous voulez. J'essaie de sortir du monde des laboureurs, parce qu'il est bien évident que c'est chez les laboureurs, détenteurs de métairies, locataires évidemment, de métairies, métayers, qu'on va trouver le plus de communautés pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Communauté générale, familiale. Mais j'ai voulu quand même prendre un exemple parce que souvent on pense que c'est un problème de main-d'œuvre et qu'il n'y a que quand on a besoin de main-d'œuvre qu'on associe plusieurs familles, des familles polynucléaires. C'est pas vrai. J'en rencontre dans presque tous les métiers. Alors, un tisserand, il s'appelle Jean Tarqui, il est étranger à la paroisse, c'est Tremblevif, la paroisse de Saint-Viâtre actuellement. Et il se marie avec la fille d'un laboureur qui s'appelle Sébastien Frottier. Les 2 mariés sont veufs. Alors, vous allez me dire, c'est un cas particulier. Non, pas du tout. Pas du tout. La vie est très courte en Sologne à cette époque-là, beaucoup plus courte que dans le reste du royaume. Et la moitié des mariages concernent au moins un veuf ou une veuve. La moitié. Rendez-vous compte. Donc, que ce soit 2 veufs, un veuf et une veuve, c'est pas étonnant. Mais la mariée a encore ses 2 parents. Elle a un frère, qui n'est pas marié, mais qui est majeur, et elle a sans doute un frère ou une sœur qui est mineur. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, je dis sans doute. Donc, le notaire rédige d'abord le contrat de mariage du couple, communauté particulière, quelles coutumes on va suivre, comment est constituée la communauté matrimoniale, quels sont les apports des 2 conjoints, quel est le préciput qu'on va fixer pour le premier mourant, enfin pour le premier, qui ne va pas mourir, disons, au contraire, celui qui survit. Le douaire de la mariée, évidemment, qui est très important. Et puis à la suite de ce premier contrat, il y a un second contrat, que je vais vous lire là, parce que c'est quand même important, est convenu qu'après la bénédiction nuptiale, ceux futurs iront demeurer en la communauté de Jacques Frottier, le père, donc. Donc c'est un veuf ou une veuve, ils ont déjà un certain âge, il y en a une, elle a un enfant, et ils vont vivre dans la communauté du père, où ils seront un
et commun en tout bien, meuble, uniquement. Ladite société et communauté générale sera réglée en 6 portions égales. Voilà. Portions, c'est le terme qu'on va rencontrer tout le temps. Société par action, si vous voulez. Hein. C'est chacun, fatigue là-bas, hein. Chacun apporte, on va expliquer ça tout à l'heure, hein. Chacun apporte sa part, ce qui veut dire que quand la communauté sera dissoute, chacun récupérera sa part. C'est pour ça qu'il y a des parts. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir savoir où on va au niveau de la récupération de ce qu'on a engagé, en cas de rupture. Alors, dans ce cas-là, Tarki, donc, il a déjà son héritage en poche parce que ses 2 parents sont morts. Là, c'est pareil, je vous fais petite parenthèse. En Sologne, sur combien il y en a 325 contrats de mariage à peu près que j'ai étudiés. Il n'y a 4 cas seulement où les 4 parents sont vivants. 4 seulement. Oui, bon, ça renforce ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, lui, ses 2 parents sont morts, et il apporte 30 livres dans la communauté. Alors, 30 livres, au XVIIe, c'est quand même pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une toute petite communauté. Alors, on peut très bien calculer quel est l'actif de la communauté. Hein. Il y a 6 portions. L'apport du conjoint extérieur, le seul qui vient de l'étranger, hein, de l'extérieur, c'est 30 livres. Donc, c'est 180 livres. L'actif de la communauté, c'est 180 livres. Et le notaire ajoute, il apporte 30 livres, le surplus le mettra à son profit hors de la dite communauté. S'il a des biens supplémentaires en plus, hein, immobiliers, ça ne sera pas intégré, donc ça veut dire qu'ils ne seront pas dans le partage au moment de la dissolution de la communauté. C'est ça que ça veut dire. Alors, pourquoi pas d'avant? Pourquoi alors, les portions sont toujours égales, mais pourquoi l'apport n'est pas plus important? Pourquoi le marié, Tarki, qui a par ailleurs des biens, puisqu'il n'aimait pas tous dans la communauté générale, pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas tous ça? Eh bien, la seule raison qu'on peut invoquer, c'est que il faut que la famille qui va vivre avec lui en communauté puisse avoir l'équivalent en part. Et vraisemblablement, il n'avait pas l'équivalent. Les parents prennent 3 parts, et les 3 aux 2 parents, le fils qui était Pierre, une part, les futurs 2 parts, chacun, hein. Et pourquoi est-ce que les parents prennent 3 parts? Ah, c'est là qu'on peut faire des hypothèses qui sont vraisemblables, hein. C'est qu'il y a un autre enfant qui est mineur et on doit garder sa dot future. En fait, la base, si vous voulez, de calcul d'une communauté, c'est la dot. Ce qui va avoir pour conséquence, c'est que si des communautés sont pléthoriques, enfin des familles sont pléthoriques, gardent beaucoup d'enfants, ils ne vont pas pouvoir donner de grosses dots, du moins parce qu'il faut prévoir, hein, il y en a peut-être qui vont se marier, mais il y en a beaucoup derrière qui sont jeunes, et on ne sait pas s'ils vont mourir ou pas. Hein. Donc il faut quand même prévoir, prévenir. Donc on est obligé de garder le bien nécessaire pour qu'il puisse être doté dans le futur. Alors, ce versement se fait en général le jour du mariage. Parfois, une partie est versée le jour du mariage, une autre partie est versée un peu plus tard. Et d'ailleurs, sur le contrat de mariage, à la fin, le notaire a remis, 3 mois plus tard, que tel jour à telle heure, l'étranger, si vous voulez, à la communauté, a versé ce qu'il devait. Autre chose. Ah oui, alors,
la mariée, je l'ai dit tout à l'heure, avait une petite fille. Elle est mise hors communauté. Elle doit être élevée dans la communauté, mais elle est hors communauté. Tout simplement parce que elle ne peut pas être héritière du nouveau couple qui vient de se former. C'est ça le problème des remariages. Elle est héritière de sa mère, ou elle sera héritière de sa mère, par hypothèse, mais sûrement pas. Enfin, elle est déjà héritière de son père, mais voilà. Elle ne peut pas être héritière de son beau-père, voilà ce que je veux dire. Donc, elle est élevée dans la famille, mais en dehors de la communauté de la consortie. Et là encore, on voit bien la différence. Communauté élargie démographique et juridique. Juridiquement, elle n'est pas dedans, démographiquement, elle est dedans. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait cette nuance dès le départ. Alors, chaque communauté générale a un conducteur ou une conductrice. Bon, c'est le terme qui est employé, c'est pour moi qui l'invente. On emploie parfois le terme de auteur, l'auteur de la communauté. Et quand c'est une femme, une veuve, on emploie le terme d'autrice. Elle sera autrice. Alors, le conducteur appartient toujours à la génération âgée, et donc ça peut être la veuve, qui est donc qualifiée, dans le cas des métairies, de laboureresse. La veuve qui est une laboureresse. Voilà, des termes qui ont disparu, mais bon, ça peut être intéressant de les faire revivre. En cas de dissolution de la communauté, le contrat prévoit toujours un préciput de communauté alors en général pour le conducteur, ou pour la famille, le couple du conducteur. Ça veut dire qu'avant partage, une préciput, ça veut dire qu'on prend une part de la communauté avant que le partage soit égalitaire. Enfin, autre remarque, là je vous ai donné un mariage unique, mais assez souvent, ce sont des mariages simultanés. 2 mariages, 3 mariages, simultanément. En plus de ça, on fait des économies. Vous savez qu'un mariage, ça coûte très cher. Non, mais je ne le dis pas pour maintenant. Je peux vous le confirmer pour cette époque-là, parce que je l'ai vérifié. Alors, quand c'est dans ces cas-là, c'est les parents entre eux qui marient leurs enfants. Alors, les parents qui se marient leurs enfants. Voilà. Garçons et filles. Ou alors, un seul conducteur marie, mettons, 2 fils, avec 2 filles qui viennent d'ailleurs, et il embarque la totalité des 2 couples. Ou alors, c'est le contraire, ils partagent. Donc un couple va d'un côté, dans la consortie familiale du conducteur, et puis l'autre, il va dans une autre consortie, avec un autre conducteur, donc sur une autre métairie, a priori. Et vous voyez l'avantage de ça. Il y a échange de dot, donc on ne paye rien. C'est aussi un des objectifs de la consortie, c'est de ne pas débourser de valeur mobilière excessivement. On essaie de se limiter. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, 327 contrats, j'ai 75 contrats avec consortie. Alors, ça paraît beaucoup, ça fait 23%. Je pense qu'il y a surestimation dans ce cas-là, tout simplement parce que, vous allez voir tout à l'heure, les consorties sont assez éphémères. D'abord la mort, qui frappe extrêmement dur en Sologne, et qui dit mort d'un des consorts, dit dissolution, ipso facto, et reconstitution éventuelle, au prochain mariage. Donc, il y a une surestimation par les mariages du nombre de consorties, c'est ce que je pense. Si je prends les rôles de taille, où les consorties sont très bien visibles, sans problème, ça dépasse jamais 10%. De ce type de famille communautaire. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas un cas général, bien entendu. Alors, la composition. J'ai repéré, je vous fais grâce du détail, 20 assemblages différents. Les cas les plus fréquents, c'est 2 parents plus 2 mariés. 2 parents, plus 2 mariés, plus les frères et sœurs. Parce que eux, les frères et sœurs, ils sont dans la consortie, toujours.
la mère veuve et deux mariés. Ou alors le beau-père, son épouse et deux mariés. Ces quatre cas-là représentent plus de la moitié du total des contrats de consortium. Plus de la moitié. C'est les quatre principaux. Alors j'ai un cas. Bon, alors il y a le problème des frérèches. Hein. Ils sont, je ne sais pas si on peut dire pas très nombreuses ou assez nombreuses. C'est la bouteille ou le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y en a 8 sur 75. C'est pas négligeable, mais c'est pas non plus très très fréquent. Et j'ai un cas, ça peut être intéressant, où 3 frères s'associent. Donc c'est pas seulement 2. Hein. Ils sont mariés tous les 3. Mais ils excluent leurs épouses, leurs 3 épouses, de la consortie. Donc la consortie est constituée avec 3 parts, et les épouses, alors là je cite, seront entretenues pour récompense de leur travail. Je ne commande pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à un contrat de service pour les épouses et un contrat de communauté pour les 3 frères. En fait, ça revient à ça. Ah oui, alors, parmi les cas un peu bizarres, ça c'était un cas un peu exceptionnel, j'en ai pas trouvé 36. Un autre cas exceptionnel, un couple de parents qui se réserve une part pour un enfant qui n'est pas né. Un enfant à naître. S'il se trouve que... Voilà. Hein, alors, je suis allé voir les registres paroissiaux, évidemment. Hein, il y a eu une naissance, effectivement, peu de temps après. C'était des jumeaux. Mais, la nature faisant bien les choses, vous savez que les jumeaux avaient très peu de chances de survivre sous l'Ancien Régime. Donc, le problème a été résolu. Combien y a-t-il d'individus dans une communauté? Alors là, impossible d'évaluer le nombre, je dis bien, d'individus, c'est-à-dire la partie démographique, l'aspect démographique des choses. Par contre, on peut parfaitement donner des statistiques, faire des statistiques sur le nombre de personnes qui sont contractants de la consortie. Mais évidemment, il y aura en plus les enfants, il y aura les domestiques, etc. Alors, les contractants varient de 3 à 12. J'en ai jamais trouvé plus de 12. Et 12, c'est quand même un cas exceptionnel. C'est le cas, et si j'ai le temps tout à l'heure, je vous en donnerai l'exemple en question, parce que il m'a semblé intéressant. C'est le cas où il y a beaucoup de survivants, beaucoup d'enfants survivants. Donc, on marie les enfants les uns après les autres, pas toujours dans l'ordre de naissance d'ailleurs, mais ça reflète des stratégies matrimoniales, même chez les paysans, il ne faut pas croire. Et donc, on essaie de préserver une dot pour tous. Donc, au départ, on essaie, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, on ne va pas la mettre trop élevée. Puis alors après, si il en meurt, comment font les parents? Eh bien, ils prennent davantage de parts. Puisque la dot doit être égale à celle qui a déjà été donnée, ils ne peuvent pas modifier, si vous voulez, la part, la portion dans la consortie. Donc à ce moment-là, c'est les parents qui prennent davantage de portions. Alors dans ce cas-là, ou de 12, là, eh bien, non seulement il y a eu beaucoup d'enfants, mais ils ne sont pas morts. Et il y en a une quinzaine, et je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont morts avant l'âge de se marier. Ce qui est évidemment tout à fait exceptionnel, même dans l'ancien régime de cette époque, mais en cela, c'est encore pire. Voilà pourquoi on a quand même cette chose. Alors, l'actif, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'actif, société par action, actif, évidemment, ça renvoie à des réalités qui sont peut-être étrangères, mais bon, il faut trouver un mot, Bon, je vous ai donné un exemple à 180 €, 190 tout à l'heure, excusez-moi, 180 livres, je vous ai dit que c'était pas beaucoup. Là, on est vraiment dans le bas, là, c'est moins de 100 livres, il y en a très peu. Maximum 1000 livres, enfin, non, j'en ai trouvé une à 2000. Entre 500 et 1000, c'est le mode, c'est-à-dire le nombre de cas le plus fréquent.
entre 500 et 1000 livres. Voilà. Pardon? Ah là là, oh là là, je ne m'engage pas dans les équivalences en euros. Hein. Il faut que vous sachiez qu'au XVIIe, à l'époque où je me place, la journée de travail d'un journalier était de 5-6 sols. C'est-à-dire entre un quart et un tiers de livre. C'est tout l'équivalence que je peux donner, parce que autrement, ça serait toujours faussé. Alors, 1000 livres, c'est déjà, pour un rural, c'est déjà une bonne somme. Oui, oui, ça... Mais... Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que ces actifs, ces soi-disant actifs, en réalité, j'espère que vous l'avez compris, sont purement fictifs. Ils ne sont pas fictifs pour la personne qui vient de l'extérieur. Lui, il les apporte réellement. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour le reste, c'est l'argent, enfin, les biens mobiliers, en bétail par exemple, ou en argent comptant, pourquoi pas, hein, des parents, et c'est la dot que ces parents réservent aux enfants qui ne sont pas encore mariés. Donc, c'est fictif. Hein. Donc, c'est ça, c'est important de comprendre ça. C'est fictif, mais c'est pas virtuel. C'est virtuel aussi. C'est virtuel aussi. C'est plus virtuel au moment où la consortie se dissout. Ah là, ça devient très très réel. Mais au départ, c'est quand même un peu virtuel. Alors, quand il n'y a pas assez d'argent, hein, de monnaie, on peut apporter du bétail. On peut apporter des obligations, c'est-à-dire des créances. Hein. Et même, j'ai vu qu'on apporte des rentes immobilières, hein, c'est-à-dire une petite rente sur une maison, par exemple, ça c'est finalement assez fréquent, un sixième de rente sur telle maison du bourg. Hein. Et à ce moment-là, ces rentes immobilières sont ameublées, comme on dit, puisqu'elles ne peuvent pas rester immobilières, elles sont ameublées, elles deviennent des biens meubles. Alors, quelles sont les véritables raisons de ces associations? C'est un petit peu le cœur du problème. Ça va? C'est bon? Alors, moi, j'en ai trouvé de très, très diverses. Bon. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous laisse entendre quand même, la grande majorité sont des consorties de laboureurs, hein, c'est-à-dire de métayers, d'assez grosses métairies. Et donc, il est tout à fait possible d'interpréter ça comme un besoin de main-d'œuvre. Bon, on préfère conserver autant que faire se peut la main-d'œuvre familiale plutôt que d'embaucher des domestiques, si vous voulez. Hein, ça se résume un petit peu à ça. Alors, c'est une hypothèse qui peut séduire, mais il faut quand même voir qu'un domestique, c'est dans la moitié des cas un enfant d'entre 10 et 15 ans, hein, dans une métairie, et qu'il n'est pas payé gras, hein, il a très peu de choses. Hein. Donc, c'est pas ça ce qui va amoindrir la richesse mobilière de la famille, de la communauté familiale. Donc, ça me paraît un argument, mais on ne peut pas en faire l'argument qui va tout expliquer, si vous voulez, hein, dans la constitution de ces communautés. Je penche plutôt en faveur de la rencontre de deux volontés qui s'étayent l'une l'autre. La volonté du laboureur, du métayer, qui veut conserver pour sa famille une métairie qui juge intéressante, si vous voulez, hein, une exploitation enviable. Et la volonté d'un propriétaire qui trouve intéressant de proroger dans sa métairie, sur sa métairie, une famille qui lui donne satisfaction. Parce que vous avez bien compris qu'à partir du moment où le laboureur meurt, s'il y a consortie, c'est un nouveau conducteur qui va être le gendre ou le fils. Donc, les transitions se passent sans heure, il n'aura pas besoin de faire une recherche, voilà, bon. Et les expulsions de métayers ne sont pas rares dans les minutes de la Terre. Hein. Donc,
pour un propriétaire, c'est quand même un élément important. Dans un bail, par exemple, j'ai trouvé mention d'une dissolution. On voit bien d'ailleurs que il y a très peu d'actes de dissolution. Hein. En fait, j'en ai trouvé une dizaine. Sur le nombre de consortis, c'est pas beaucoup. En fait, la dissolution se faisait de fait, quoi. Hein. On n'allait pas devant le notaire pour dire. Alors, sauf quand il y avait un décès, évidemment. En cas de décès, il y avait un partage de la communauté particulière, un partage de la communauté générale. Donc là, on était obligé d'aller devant le notaire. Mais si c'est par exemple un enfant qui décède, ça fait une portion qui disparaît. On n'avait pas eu devant le notaire pour dire, voilà, on va répartir différemment les portions. Hein. Par contre, dans le bail, j'en ai trouvé. Hein, on disait dans le bail que, ipso facto, à l'occasion de ce bail, la communauté générale sera dissoute. Alors, autre argument, c'est l'argument de l'entraide. On peut penser que la veuve laboureresse, pour reprendre l'expression, ne pouvant conduire seule l'exploitation, elle a intérêt quand même à avoir dans sa famille un gendre, surtout si elle a des filles d'ailleurs, entre parenthèses, hein, bon, un gendre ou un fils qu'elle va conserver avec elle. Donc, on a l'entraide des enfants vers les parents. Mais moi, je vois également l'entraide des parents vers les enfants. Et j'attache une grande importance à ça. Je vous donne un exemple. Alors, l'entraide des enfants. Alors, l'entraide des enfants envers les parents. D'abord, on va résoudre ce problème-là. Je vous donne un exemple. Un tisserand. Bon, on retombe sur un tisserand. Julien Saugrin, il a 60 ans, il est vieux. Vieux, 60 ans au XVIIe, hein, c'est vieux, je peux vous dire. Hein. En 1694, il marie sa belle-fille, la fille de sa femme. Donc on est déjà là un petit peu loin. À un domestique qui apporte 40 livres. C'est une sortie petite encore. Hein. Et il est précisé dans le contrat, celui Saugrin est vieil et caduc, hors d'état de pouvoir gagner sa vie. Ils auront donc la peine de lui aider à la gagner. Et le préciput de communauté dans ce cas-là, il n'est pas donné aux parents, mais au nouveau couple, aux enfants. Sachant que c'était, effectivement, il meurt 2 ans, même pas, je crois que c'est 6 mois après. Alors, maintenant, j'inverse la chose, hein, l'aide des parents envers les enfants. Moi, ça me paraît très important. D'abord, il y a une difficulté. Alors, mettons qu'un laboureur qui a un certain standing, hein, il a une métairie, il a une certaine importance, et pensons à la difficulté de trouver une exploitation convenable pour ses enfants. Pour son fils qui se marie, par exemple. S'il doit aller ailleurs. Et s'il ne trouve pas dans la famille de sa femme un accueil. Hein, donc une métairie équivalente à la sienne. En fait, il a pour tout objectif d'avoir ce qu'on appelle en cela une petite locature de 2 ou 3 hectares. Là, il y en a, mais les métairies, il n'y en a pas à disposition, puisque je dis tout à l'heure que les propriétaires avaient plutôt tendance à les regrouper en grosses exploitations. Et donc, voilà. Alors, c'est donc pour le nouveau couple une façon d'entrer dans la vie. Et ça, on le vérifie assez souvent. Alors, il reste, c'est pour ça d'ailleurs que les consortis ne durent pas très longtemps, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis il prend son envol. C'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose qui lui convient. Et à ce moment-là, on remanie la consortie en faisant un autre mariage avec l'enfant suivant. Bon, je schématise, hein, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et la meilleure preuve qu'il y a aide du nouveau couple au sein de la consortie, c'est que tous les contrats prévoient une parcelle d'autonomie au nouveau couple. Tous, sans exception. Sous la forme d'un petit troupeau personnel, qui n'appartient pas au troupeau de la métairie, mais qui va être nourri avec le bétail de la métairie. Alors, essentiellement des ovins en Sologne, hein, bien sûr, hein, c'est le pays des moutons. Parfois,
conducteur octroie une ou deux septrées de terre. Une septrée, c'est pas loin d'un hectare. Hein. Un ou deux hectares de terre que le nouveau couple va exploiter pour lui, mais aux frais de la communauté. C'est-à-dire que les labours seront aux frais de la communauté, la récolte sera faite aux frais de la communauté, mais c'est la récolte qui appartiendra en totalité. Récolte de seigle, bien entendu. Et même un cas où ces deux septrées sont donnés au nouveau couple, et avec permission de les louer à qui bon lui semblera. Donc ça va plus loin encore, là. Hein. Il va pouvoir toucher un revenu personnel, le nouveau couple. Hein. Et moi, je pense que c'est une belle preuve que les consorties sont aussi faites pour assurer le départ d'un nouveau couple dans la vie. Alors, pas tout orienté vers le travail de la terre. Oui, je voulais quand même vous citer des cas. Tisserand, vous avez vu, potier, couvreur, briqueur, quincailleur, ferrandier. Ferrandier, en Sologne, c'est celui qui apprête le chanvre. Hein. Maréchal, vigneron, voilà. Hein. Et dans ces cas-là, on retrouve pour ces métiers-là des choses à peu près les mêmes que chez les laboureurs. Des veuves qui s'efforcent de continuer le métier. Hein, bon. Mettons, elle est tisserand, il est tisserand, son mari est tisserand, mais on veut continuer le métier. Ça va être un gendre qui va continuer le métier. Et parfois, la consortie est constituée 3 ans, pour 3 ans, le temps d'un apprentissage, explicitement dans le contrat, hein, le temps d'un apprentissage. Donc là, c'est très clair, il s'agit que le nouveau couple puisse prendre son essor. Donc on tourne autour d'un système d'entraide, hein, passer le témoin en douceur, mais respecter l'égalité entre les enfants, puisque la coutume... Alors, la durée de vie d'une consortie, dans tous les contrats, il y a l'expression « tant qu'ils pourront corder », tant qu'ils pourront s'accorder, hein, tant qu'ils pourront corder. Et la fin est toujours prévue, par mort ou autrement. Alors, je peux vous dire que le autrement est minoritaire par rapport à la mort. Mais il y a quand même des autrements. On en rencontre des cas de désistement. Par exemple, désirant jouir séparément du bien commun. Une communauté est dissoute. Alors, par exemple, en 1683, là encore, c'est une communauté de tisserands. On établit un arrangement pour la dissolution. Chacun retire sa portion. Ah, c'est pour ça hein, que c'est important de bien au départ savoir quelles sont les portions de chacun. Les dettes et les créances sont partagées en deux, on se sépare. Le gendre paie la taille. Voilà, c'est pas partagé, la taille n'est pas partagée. Ça va revenir. Voilà, alors les actes de dissolution, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont assez peu nombreux, et voilà, bon, je vais quand même accélérer un petit peu quand même, hein. Je me suis demandé, ce système que j'ai vu fonctionner à la fin du XVIIe siècle, sur une zone d'ailleurs qui n'était pas excessivement importante, au contact du Berry, est-ce qu'il a duré? Est-ce qu'il s'est perpétué dans le temps? Alors, j'avais déjà un indice, parce que dans le rédacteur, enfin pas le rédacteur, mais le commentateur de la coutume de Blois, il signale que des sociétés de ce type, de celles qui existent en Berry, existent aussi en Sologne. Et il dit en Sologne du côté de Salbris, donc dans la Sologne loin de Blois, là, à l'extrémité hein, de l'élection. Donc, j'ai fait des... Et Fouret, lui, le commentateur de la coutume, il écrivait vers 1770, hein, donc on est bien en fin 18e. Donc j'ai fait des sondages dans les rôles de taille, et j'ai fait des sondages dans les minutes de notaire pour savoir s'il y avait des contrats de mariage où on retrouvait, et des communautés générales. J'ai fait des sondages autour de l'année 1780. Pour les contrats de mariage et pour les rôles de taille, j'ai balisé le 18e. Hein. Et je m'aperçois qu'il y en a de moins en moins. J'ai fait 4 paroisses, il y en a 2 où à la fin du siècle il n'y en a plus du tout, et il en reste 2 à Salbris précisément, là, au fin fond
de l'élection, et une dans une autre paroisse à Marseille. Donc il semble bien, d'après les rôles de taille, qu'il y en a de moins en moins. Il y en a réellement de moins en moins. Dans les contrats de mariage, aucun contrat de mariage ne mentionne de contrat de société. Aucun. Vers 1780. Donc, juridiquement, la chose a disparu. C'est intéressant de voir ça. Mais, 10 contrats sur une soixantaine, pas négligeable, contiennent une clause de vie commune. C'est là qu'on retrouve la différence entre démographie et juridique. Et cette clause, je vous la lis, iront chez le dit Mouriou et sa femme, sans néanmoins y contracter avec eux aucune communauté, mais par service, et y vivre ensemble au même pot et feu. Seront tenus de travailler sous les ordres et commandements du dit Mouriou et sa femme en tout ce qu'ils leur commanderont. C'est le contrat de communauté générale est devenu un contrat de service, c'est-à-dire, pour parler clair, un contrat de domesticité. Et quand j'ai fait sur le sujet à la mode Beuvron une conférence, on m'a signalé dans la salle qu'au XXe siècle, des gens avaient parfaitement connu ce type de réalité sociale, si vous voulez. Alors je ne sais pas s'ils étaient allés devant le notaire pour ce qui est le cas au XVIIIe, mais ça se pratiquait encore très couramment. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Je pense qu'après, il peut y avoir des questions. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup.